le dernier aspect de la question, si les Africains devraient se réjouir, moi je me dis oui, parce que nous, on a été à la solde. Quand je dis nous, je dis les Africains. Et quand je dis à la solde, je dis que les rapports des échanges commerciaux ou même d'aide économique entre les pays des Occidentaux et les pays d'Afrique est en cours depuis les années 50, depuis les années 60, mais il y a très peu eu de changements, il n'y a pas eu vraiment de changements. Et les Chinois sont en Afrique de façon sérieuse vers la fin des années 80 et dans les années 90, donc 80-90 et aujourd'hui, donc c'est à peu près 30 ans, et on voit déjà une certaine différence qu'apportent les Chinois en Afrique. Et simplement parce que les Chinois s'intéressent aux secteurs et aux projets qui sont des bases pour toute une économie. Commençons par les routes et ainsi de suite, parce qu'on sait bien qu'on a eu ces prêts dont je parlais, des Occidentaux ou des Fonds monétaires internationaux, de la Banque mondiale qui venaient en Afrique, mais on n'a jamais vu des routes construites par on a eu très peu de retombées matérielles, concrètes et empiriques de toutes ces aides qui nous venaient des Occidentaux. Mais là, tout de suite, là, des Chinois, on les voit partout, physiquement, en train de réaliser des travaux tangibles. Donc on n'a pas à s'imaginer qu'ils font les Chinois en Afrique parce qu'on les voit. Mais on s'est demandé dans le temps que faisait la Banque mondiale au Congo ou, je sais pas moi, au Ghana. Donc on ne voyait que des difficultés, on voyait que des textes, mais on ne voyait rien de concret. Donc dans ce sens, moi je parais un peu me positionner dans le sens ou en faveur de cette coopération, de cette présence, de cet intérêt chinois en Afrique que du côté des Occidentaux en Afrique. Professeur, moi j'ai une autre grille de lecture quand on voit le marché qu'il y a entre la Chine et l'Afrique. J'estime que ce n'est pas un marché gagnant-gagnant pour l'Afrique. Moi je pense que les Chinois profitent plus que l'Afrique et je vais m'expliquer. Premier élément, le modèle chinois c'est un paquet, comme vous l'avez dit, c'est un package. Et donc il vous amène l'emprunt et il vous amène les travailleurs du cadre supérieur au cadre inférieur. Donc de l'ingénieur, du maçon, du cuisinier, du balayeur, du chauffeur. Mais l'emprunt que la Chine donne en Afrique, ce n'est pas un cadeau, c'est une dette qu'il faut payer avec intérêt. Je prends l'exemple du Congo. Le 7 milliards qu'on a eu des Chinois, on doit le payer avec intérêt. Donc, un, la Chine gagne. Deux, la Chine ne crée pas d'emploi. Et là, ça pose un problème. Parce que la Chine ne crée pas d'emploi en Afrique, mais la Chine crée de l'emploi en Chine. Donc, la Chine gagne 2 fois. Troisième fois, la Chine, quand elle ne crée pas d'emploi en Afrique, elle amène son personnel. La Chine empêche que les Africains aient accès au savoir-faire. Chez vous en Amérique, vous parlez des know-how. Donc tant que nous n'aurons pas de savoir-faire, il faut se dire une chose aussi, que c'est vrai, les Chinois construisent des routes, des autoroutes, des ports, des aéroports. Mais il faut s'imaginer que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il faut entretenir ces routes, il faut entretenir ces aéroports, il faut entretenir ces infrastructures. Mais tant que nous n'avons pas, la main-d'œuvre locale ne participe pas à la construction de ces infrastructures, donc nous n'acquérons pas, nous n'allons pas acquérir ces know-how. Donc nous serons obligés dans 30 ans, par exemple, d'appeler encore les Chinois pour venir travailler chez nous. Et là, la Chine profite parce qu'elle crée une sorte de dépendance chez les Africains. L'autre élément que j'estime qui n'est pas positif dans les accords avec la Chine, je prends l'exemple du Congo, c'est l'opacité qui entoure le contrat entre la Chine et l'Afrique, et notamment le Congo. On ne sait pas quelle est la quantité des tonnes de cuivre on va les ramener pour construire une route, et surtout on ne connaît pas les prix de ces matières premières. Comme vous le savez, dans le domaine des matières premières,
il y a les prix très volatiles. Parfois, le cours monte ou il baisse. Comme le marché est opaque, donc je peux m'imaginer, par rapport à l'expérience des autres pays, que les Chinois fixent un prix des matières premières, un prix fixé. Imaginez qu'aujourd'hui, le cuivre est à la hausse, parce que la demande est forte. Aujourd'hui, quel est le prix que fixe le Congolais lorsqu'ils prennent des tonnes de matières premières qu'ils envoient chez les Chinois? On ne sait pas. Moi, je peux m'imaginer pourquoi, par exemple, ce marché est opaque. Peut-être qu'il y a un accord tacite entre les autorités africaines et les Chinois qui disent, écoutez, quand les cours montent, les plus-values, vous versez dans mon compte. Donc je peux imaginer, je n'ai pas de preuves. Donc je me dis, là aussi la Chine gagne. L'Afrique perd, je prends le cas du Congo toujours, parce que on ne crée pas d'emploi chez nous. Or l'emploi c'est très important, parce que quand il n'y a pas d'emploi, les caisses de l'État sont vides. Ce sont les travailleurs qui payent les impôts. Ce sont les travailleurs qui payent les charges sociales. Je me rappelle, au Congo, il y a ce qu'on appelle l'INSS, l'Institut national de sécurité sociale. Les caisses sont vides, parce qu'il n'y a personne qui paye les caisses maladie, les caisses vieillesse, les autres, contributions sociales. Et donc, c'est important pour qu'un pays puisse créer de l'emploi, pour permettre à l'État d'avoir des caisses, de l'argent dans ces caisses. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui en Afrique, surtout au Congo. Mais ça pose un problème social, parce que avec le chômage aujourd'hui, il est facile, par exemple, au Congo, de recruter des enfants soldats. Aujourd'hui, on trouve, il y a le phénomène Kuluna à Kinshasa, c'est parce qu'il y a un problème de chômage, il y a un problème de Katakatanga. Donc partout, parce qu'il y a le chômage qui est là. Et donc, l'Afrique perd par rapport aux Chinois. L'Afrique perd aussi parce que, comme je l'ai souligné auparavant, nous serons obligés un jour d'appeler les Chinois alors que chez nous, nous avons aussi de la compétence. Moi, je me rappelle à Kinshasa, il y a l'IBTP, l'Institut des bâtiments et des travaux publics, où on forme de jeunes cadres qui peuvent travailler dans les bâtiments. Mais on ne les engage pas. On ne peut pas me dire que d'un côté, parce que les Congolais n'ont pas la compétence, il y a la compétence au pays. Si ces jeunes ne travaillent pas, où est-ce qu'ils auront la compétence? Parce qu'il faut se rappeler, professeur, que dans les années 80, dans les années 90, les Américains aussi ont investi massivement en Chine. Mais lorsque l'Américain a investi en Chine, il n'est pas allé au Detroit, ou bien dans l'Alabama, ou bien dans les Bronx, chercher les Américains pour qu'ils viennent travailler en Chine. Ils ont employé les travailleurs chinois. Lorsque les géants allemands, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, construisent des usines en Chine, on ne vient pas ici chercher les Hartz-IV pour qu'ils aillent travailler là-bas. Ce sont la manœuvre chinoise qui travaille là-bas. Et donc on s'est rendu compte que dans 30 ans, la Chine a réussi à sortir de la misère plus de 350 millions de Chinois, l'équivalent de la population américaine, qui continue, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la classe moyenne, qui consomme, qui investit, qui travaille. Et donc, si les Chinois ne font pas, acceptent que les Américains n'amènent pas les Américains chez eux, s'ils posent ces conditions-là, il faudrait aussi qu'ils acceptent quand ils viennent chez nous, qu'ils engagent les gens chez nous. Et donc moi, je ne fais pas un discours anti-chinois, mais je parle sur base de réalité sur place. Donc c'est un peu ça, mon point de vue, là où je me dis, le marché entre la Chine, c'est un marché comme les autres marchés. C'est vrai, la Chine, quand elle vient chez nous, elle a un discours différent du discours occidental, parce que l'occidental, il vient avec son arrogance. Mais les Chinois, ils vous disent, écoutez, vous savez, nous sommes encore un pays sous-développé, ou bien en voie de développement. Vous savez, il n'y a pas longtemps, nous étions avec vous dans la conférence de Bandung, nous étions ensemble comme des pays non alignés, hein. Mais la réalité, professeur, c'est que la Chine est la deuxième puissance économique du monde. Donc si nous venons avec ces discours-là, peut-être que c'est pour nous cacher dans le sens du poil, mais la réalité est que, en tout cas, moi j'estime que quand les Chinois viennent chez nous,
ils doivent créer l'emploi chez nous. Donc il faudrait qu'il y ait des clauses qui exigent la préférence nationale. Ok? Professeur, quelle est votre réaction par rapport à ma grille de lecture? Ouais, elle est tout à fait justifiable, elle est tout à fait justifiée, parce que vous n'allez jamais avoir affaire à une complexité de réalité et sans qu'il y ait disons, des difficultés ici ou de problèmes par-ci, par-là, ou même des incompréhensions, ou même des situations inacceptables. Moi, je veux un peu voir si je peux aborder point par point certains des sujets que vous avez pu évoquer. Je pense par exemple aux prêts que font les Chinois en Afrique. J'ai dit un peu plus tôt là qu'il y avait cette histoire de package là-bas, là où ils disent, bien, nous on va faire des travaux pour vous aider économiquement et puis vous nous remboursez par voie des matériaux tout à fait premières, des matières premières. Ça fait un. Mais ils pratiquent aussi comme les Occidentaux ce phénomène de prêt. Et ils appellent aussi ça prêt comme aide au développement parce qu'ils pratiquent aussi, ils donnent aussi ces prêts à des conditions favorables. Alors, aller dire que les Chinois ne sont pas bons parce qu'ils nous prêtent qu'on va rembourser, je crois que c'est la nature même du prêt. Si c'est un prêt du marché ou de la banque, ou même si c'est un prêt de nature d'aide au développement, avec des conditions souples et soft, comme on dit, mais ça reste un prêt. La responsabilité, je crois, ne réside pas dans les mains des Chinois, mais la responsabilité réside dans la main de ceux qui sont en train de demander un prêt. C'est un peu comme partout. Donc c'est un peu ça ma grille de lecture, et puis qui paraît un peu trop sèche, mais c'est un peu ça ce que moi je vois concernant cette réalité de prêt. Mais n'empêche qu'il y a d'autres formes de coopération. Donc le prêt, c'est juste une forme parmi tant d'autres formes de coopération qui peuvent passer aux dons et à ce package, comme je disais. Et puis il y avait un autre aspect que vous avez souligné, celui de l'absence de l'utilisation de la main-d'œuvre africaine par les Chinois en Afrique. C'est aussi une question très intéressante et qui a été posée aux autorités chinoises, aussi bien en Chine que dans les ambassades chinoises en Afrique du Sud, au Congo, en Algérie, en Afrique de l'Ouest, justement parce qu'on s'était rendu compte que les Chinois utilisaient leur main-d'œuvre. La réponse des Chinois était que il y avait un problème de communication. Une autre réponse qu'ils ont livrée, c'était que les travailleurs chinois étaient prêts à travailler dans des conditions qui n'étaient pas nécessairement acceptées par le travailleur africain. Je me rappelle récemment, quand j'étais au Ghana, vers le nord du Ghana, il y a des Chinois qui construisent des routes. Je me suis trouvé vers le parc naturel du Ghana au nord. Et il y avait juste un milieu très éloigné, très reculé là, où il n'y avait personne, mais il y avait des Chinois qui construisaient des routes. Et j'ai vu les baraques où logeaient les travailleurs chinois. C'était les mêmes baraques que les villageois nord-ghanéens, c'était un matin, ils étaient en train de prendre leur pot avec de l'eau, ils étaient en train de se débarbouiller pour se laver le matin, comme le font les Africains. D'abord, c'est une chose qu'on ne verrait pas des Occidentaux, ça fait un. Et puis de deux, quand eux travaillent, ils ne travaillent pas avec le rythme de 8 heures, ils vont même un peu au-delà, c'est un peu le style chinois. Et puis il y avait cet argument de communication. Et moi je dis ça pas pour justifier ou exonérer les Chinois, mais c'est plutôt pour dire que c'était leur argument. Mais toujours est-il qu'ils ont vu, ils ont constaté qu'effectivement c'était un problème et ils avaient promis d'améliorer, de changer les choses, ce qui fait qu'on voit quand même par-ci par-là des Africains, même si je ne peux pas avancer un chiffre actuel de l'effectif utilisé par les Chinois en Afrique, donc l'effectif des travailleurs africains utilisés par les Chinois au Congo ou en Afrique en général.
Il y avait aussi une autre question que vous avez évoquée, notamment celui du contrat qui était avec par exemple le pays d'Afrique, ou notamment le Congo, où le Congo accepte ou permet aux Chinois de venir exporter le cuivre ou le zinc ou le castérite ou certains des minéraux qu'on a au Congo. Et Dieu seul sait combien il y en a un grand nombre au Congo. Vous dites que c'est un peu un contrat qui va dans un sens, un peu plus dans un sens, donc dans le sens de l'avantage aux Chinois que dans le sens de l'avantage aux Congolais. Moi, je pense un peu autant quand j'étais moi-même étudiant avec un de mes professeurs dans des cours de contrat, aussi bien de négociations dans les domaines des conflits, aussi, mais aussi des négociations dans des domaines de business. Il y a ce professeur qui me disait il faut chaque fois faire attention quand vous signez un contrat de business parce que vous pourriez être en train de laisser des millions sur la table en signant. Et ça, c'est une réalité. Et chaque fois quand vous signez un contrat, et moi, je suppose que ceux qui signent des contrats au nom du gouvernement congolais savent ce qu'ils font. Et s'ils ne sont pas avertis, s'ils ne savent pas comprendre les teneurs, s'ils n'ont pas la teneur des contrats, c'est possible qu'on soit en train de perdre, disons au Congo, que le Congo soit en train de perdre des millions chaque fois quand il signe des contrats avec la Chine, et comme tant d'autres. Et là maintenant la question de savoir qui est coupable ici. Est-ce que c'est les Chinois qui sont en train de se taper la tête des Congolais, ou c'est plutôt les Congolais qui se laissent faire? Ou bien alors est-ce qu'on dirait, comme on dirait dans les temps, s'ils n'ont pas d'autre choix, ils sont un peu dans une position de faiblesse, ils sont obligés de signer. Mais aujourd'hui, comme je disais un peu plus tôt, on se rend compte que les pays d'Afrique sont de moins en moins en position de faiblesse, dans le sens qu'ils sont livrés à juste un partenaire, parce qu'il y a maintenant une variété de partenaires. Non seulement ça, mais aussi les contrats qui sont signés par les Congolais ou les partenaires des Chinois, c'est des contrats qui doivent nécessairement refléter les trade-offs, comme on dit, donc le terme des échanges. Si du côté des Congolais, tout ce qui intéresse les Congolais, c'est par exemple les routes, et qu'ils s'intéressent moins à ce que vont recevoir les Chinois en exportant le cuivre, donc il faut donc dire aux Congolais de faire un peu plus attention à cela. Bon, moi, ce que je pense un peu à ce sujet, c'est le fait que les contrats que la Chine signe avec le Congo ne sont pas publiés. Et je me rappelle m'être intéressé au texte de ces contrats que signent les Chinois avec, par exemple, l'exportation de pétrole au Soudan ou au Congo, ou de minéraux quelque part. Au Ghana, là, parce que je dois encore parler du Ghana, il y avait des problèmes que le gouvernement ghanéen avait avec la Chine, parce que les Chinois exportaient l'or ghanéen de façon même illégale. Bon, la question est souvent la suivante. Est-ce que les gouvernements africains, par souci de transparence, ne laisseraient pas au public ou aux intéressés de jeter un coup d'œil de ce qui s'est fait en leur nom, au nom des Congolais? Et justement parce que le gouvernement congolais ne publie pas ces documents, et ces documents sont toujours, jusqu'à l'instant où on parle, dans le domaine du secret. Je ne sais même pas si le Congo a une politique de release, comme on dit, de vulgarisation des documents d'État après un certain temps, parce que beaucoup de pays ont souvent un certain délai. Moi, je ne pense pas qu'au Congo, on en ait. Et ça fait un peu la difficulté qui fait que moi, j'ai des difficultés à répondre à la question que vous posez, parce que je n'ai pas lu personnellement les contrats. Et quand j'ai demandé, il nous a été dit que ce n'était pas accessible au public, qui que ce soit.
Et c'est ça qui laisse un peu une sorte de goût amer, parce qu'on ne sait pas vraiment si ce sont les Chinois qui sont en train de se foutre de la gueule des Congolais, ou bien ce sont plutôt les Congolais qui ont un certain avantage à ne pas publier ces documents, ou bien pourrait-il aussi se faire que ce soit carrément un contrat qui n'a rien de déficience, ou aucune déficience, donc dans ce sens que ce serait peut-être un document qui est tout à fait immaculé, mais on ne sait pas, parce que justement on n'a pas accès à ce document. Et puis il y a encore une autre question que vous avez soulignée, celui de l'emploi des Chinois, que il a fallu évoquer un peu plus tôt. Ceux qui se plaignent du fait que les Chinois n'utilisent pas la main-d'œuvre africaine, moi j'ai toujours estimé ça ne pas être un sujet de très grande importance, contrairement à ce que vous avez estimé. Et voici un peu mon argument. Parce que moi je me dis ceci, et c'est une erreur qui est, je dirais pas, peut-être pas une erreur, mais c'est un peu une appréciation qui a été reprocher aux Africains, c'est que nous attendons un peu trop, par exemple, du gouvernement, ou même dans ce cas bien précis des Chinois, d'être ceux qui donnent du boulot aux nationaux ou aux populations indigènes. Et on oublie souvent que nous sommes dans un contexte libéral, d'économie libérale, donc un contexte du marché, et que ça devrait être le secteur privé qui soit dans le business, qui soit en train de produire du travail aux Congolais dans ce cas que vous avez évoqué. On ne devrait pas attendre des Chinois que ce soit eux qui viennent nous construire des routes et qui nous donnent des emplois, mais on pourrait plutôt imaginer une situation où les Chinois nous construisent des barrières, des routes, des aéroports, des ponts, des hôpitaux, et que ces infrastructures nous permettent de déchaîner, de déballer les énergies d'entreprises, d'entrepreneurs congolais, qui maintenant auraient la possibilité d'acheminer des produits depuis les fins fonds du bas Congo jusqu'à Kinshasa par exemple. Donc on peut se dire, ce n'est pas nécessairement la priorité de la présence chinoise en Afrique de donner aux Congolais du boulot. C'est plutôt c'est un peu comme qui utiliserait la métaphore d'un lit qui doit être bien fait pour qu'on s'y dorme, on dort bien dedans. Donc si l'infrastructure est là, s'il y a une certaine facilité, on peut imaginer où on demanderait maintenant aux Congolais d'être ceux qui se mettent au boulot, parce qu'après tout, dans l'économie du marché, ça devrait être le secteur privé qui donne du boulot. En Afrique, nous, on attend toujours le gouvernement, donc l'État produit du boulot, et c'est une des causes de notre sous-développement. Il y a plein d'entrepreneurs, non seulement au Congo, mais ailleurs. Moi, je crois qu'il est question d'en produire encore davantage pour que ce soit eux qui fournissent du boulot à cause de leur entrepreneuriat, plutôt que d'attendre les Chinois qui viennent pour peut-être 6 ans ou 2 ans pour construire, et puis ils vont s'en aller. Et puis quand ils s'en vont, ceux qui ont eu du boulot, le boulot aussi, c'est fini quand la route est terminée. Et où est-ce qu'ils vont aller? Donc ils vont encore s'asseoir jusqu'à ce qu'un autre investisseur vienne. C'est un peu ça, un peu moi, la raison pour laquelle je ne porte pas ça comme une critique contre les Chinois en Afrique, parce que je me dis, il appartient à nous-mêmes de commencer à penser à développer l'entreprise qui doit résider dans les mains des privés plutôt que dans les mains de l'État. Oui, c'est vrai, professeur, mais il y a des secteurs où l'État peut intervenir. Ouais. Il y a des secteurs où les privés peuvent intervenir aussi. Mm-hmm. Et dans ma grille de lecture, j'ai dit que le problème avec les Chinois, c'est qu'ils vous amènent un paquet à prendre ou à laisser. Vous avez l'emprunt et vous avez la main-d'œuvre. Mm-hmm. Vous devez la prendre. Si les Chinois venaient chez nous, ils nous donnent l'emprunt. Ils disent qu'on les voilà, on vous emprunte l'argent, il faut nous rembourser l'argent avec intérêt. Mm-hmm. À vous de faire le reste. Ça, c'est autre chose. Donc, quand nous avons les crédits
Nous allons investir chez nous. Nous allons créer de l'emploi chez nous. On n'a pas besoin que les Chinois viennent imposer les maçons, les menuisiers, les cordonniers. C'est ça mon problème. C'est à ce niveau-là que j'argumente. Je ne pense pas qu'ils viennent avec tout ce monde-là. Il est vrai qu'ils venaient beaucoup. Il y a même des individus, des particuliers, des Chinois qui s'installent maintenant en Afrique pour faire leur commerce. Tout à fait comme on dit en anglais, des retailers, donc des particuliers. Et encore une fois, je ne dis pas que votre question n'a pas de mérite ou qu'elle n'est pas justifiée, mais je crois qu'elle est tout à fait justifiée, mais je suis seulement en train de me poser la question, était-ce la faute aux Chinois ou la faute aux Africains qui permettent que les Chinois imposent leurs ouvriers? Et c'est comme vous avez dit au Congo et partout en Afrique, nous avons une main-d'œuvre. Maintenant, ça se réalise de plus en plus. Il y a des compagnies multinationales qui investissent qui investissent en Afrique, qui se rendent compte qu'il y a une jeunesse africaine qui a des connaissances dans beaucoup de domaines. Ce qu'ils font maintenant, c'est ils font faire des tests. Et puis ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui sont capables de faire beaucoup de choses. Donc j'imagine qu'il y a aussi des Africains qui feraient le boulot que font les Chinois. Mais s'ils ne le font pas, donc on peut dire aux Chinois, donnez-nous un peu de place. Mais je dis en même temps qu'il faut aussi dire aux Africains d'insister à ce qu'il y ait un certain nombre un pourcentage par exemple de main-d'œuvre africaine dans tout projet chinois. Et c'est ça, ce qui m'amène à revenir sur ce que disait mon professeur dans les temps. Quand vous êtes en train de signer ce contrat-là avec les Chinois, et puis les Chinois vous disent que 85% de main-d'œuvre vient de la Chine, et puis vous signez, mais vous pouvez négocier à ce que ce soit peut-être juste 65, et peut-être un peu plus tard, ça va être juste 50. Donc il faut quand même une certaine résistance, parce qu'on a été trop souvent dans la passivité du côté d'Afrique, où on se laisse faire un peu trop, on se laisse dicter. Dans le temps, c'était parce qu'on ne comprenait pas certaines choses, parce qu'on était dans une position de faiblesse, mais dans l'entretemps, il y a certains pays africains qui s'émancipent et qui ne sont plus dans cette logique de paternalisme, où il y a un partenaire qui vient, parce qu'il vient en Afrique, et toi, Africain, tu es le bébé, on doit tapoter sur la tête et tu fais ce qu'on fait. Moi, je crois qu'il y a certains Africains qui disent non, et beaucoup d'autres devraient le faire. Et pour terminer, je voulais aussi juste mentionner quelque chose, aussi répondre à un des aspects des questions que vous avez soulignées, notamment celui de transfert des technologies. Que les Chinois viennent avec leurs technologies, travaillent, puis ils s'en vont, et nous on reste avec rien. Je me rends compte qu'il y a des investisseurs occidentaux, des Canadiens, des Américains, même des Britanniques, qui allaient en Asie faire des investissements dans les années 80. Mais les Asiatiques ont d'eux-mêmes, par manque de mots beaucoup plus appropriés, j'utilise le mot voler, ils se sont appropriés de la technologie occidentale. Et puis dans les années 80, il y a certaines technologies qui nous venaient déjà des pays d'Asie, ça ne venait plus de pays européens, parce que les Asiatiques avaient justement profité de ce qu'on appelait dans le temps les joint ventures, de s'approprier de la technologie des compagnies occidentales. Bon, là je me dis, bon voilà, si on est en Afrique maintenant, et puis c'est au tour des Asiatiques ou même des Européens qui viennent en Afrique faire des investissements, est-ce qu'on va attendre à ce qu'un ingénieur allemand ou un ingénieur néerlandais nous ouvre un peu sa chambre, nous montre ses croquis, comment il fait des choses, ou bien c'est à nous de nous mettre au boulot, de voir comment ils font les choses, et puis un jour on n'en aura pas besoin, on va développer... C'est ce qu'ils ont fait en Asie. Oui, mais justement parce que lorsque les Américains ou bien lorsque les Occidentaux sont partis en Asie, ils n'ont pas amené leur personnel. Ils ont travaillé avec les nationaux. Et donc les nationaux apprenaient petit à petit comment ils faisaient. Quand les Chinois viennent chez nous, ils travaillent seuls. Ils travaillent seuls. S'ils travaillaient avec des Congolais, par exemple, les Congolais pouvaient commencer à apprendre petit à petit comment ils font. Et peut-être un jour, avoir le savoir-faire. Mais quand on écarte totalement les Congolais de ces travaux-là, quand on construit des ponts, des routes, des aéroports,
sans les nationaux. Comment est-ce qu'on va avoir les know-how? D'abord, je dois dire qu'il y a des nationaux parce que j'ai vu des ingénieurs congolais sur les routes qui sont construites par les Chinois, qui sont des chefs de travaux. Il y a de plus en plus de Congolais ou bien même des Africains en général. Mais je me rends compte que nous revenons sur cette dimension-là, notamment à qui incombe la responsabilité. Qui doit changer la chose? Est-ce que c'est aux Chinois de rectifier ou c'est aux Congolais de demander la rectification? Parce que par exemple, l'exemple qu'on vient d'évoquer des investissements, les foreign direct investment, Investissement direct étranger, oui. Justement, c'est quand les Occidentaux allaient en Chine, ce sont les gouvernements asiatiques, en Malaisie, en Singapour, Corée du Sud, Chine, non, avant là, c'était pas encore la Chine à l'époque, maintenant c'est le cas. Les gouvernements asiatiques demandaient que chaque fois qu'il y a un investisseur européen, occidental qui vient dans le pays, qu'il s'associe à un local, à un indigène, comme on disait dans le temps. Donc tu vois, c'est une demande qui est venue des pays recipients, donc des pays hôtes. Donc s'ils n'avaient pas fait la demande, les compagnies canadiennes ou les compagnies néerlandaises pourraient justement y aller, faire ce que font les Chinois, y aller avec tout ce qu'ils veulent. Mais parce qu'il y avait une condition préalable par les pays asiatiques, on veut des joint ventures, on veut, si vous venez ici, que vous travaillez avec un Chinois. Moi je me demande pourquoi les pays africains ne feraient-ils pas autant? Parce que le modèle de la Malaisie est un autre modèle. Je prends le cas pour l'Afrique. Il y a peut-être 5 façons de faire entrer de capitaux pour un État, pour les États africains. Le premier, c'est un État fait sortir des obligations. Comme à l'époque au Congo, on avait fait à une époque comme ça, je crois dans les années 70, hein, on a dit on va des bons de trésor. Ouais. C'est un moyen de financement. Ou bien on peut demander un crédit bancaire. C'est un second moyen. Ou bien on peut demander une dette officielle. C'est le modèle, disons, une dette bilatérale ou une dette multilatérale. Bilatérale, c'est entre deux pays. Multilatérale, c'est avec les fonds monétaires ou bien la Banque mondiale. Ensuite, il y a l'IDE, les investissements directs étrangers. C'est là où, par exemple, une entreprise américaine investit dans une filiale quelconque qui se trouve en Malaisie. Ensuite, il y a l'investissement en portefeuille, c'est-à-dire qu'on achète des portefeuilles, des actions des entreprises qui se trouvent en Afrique, par exemple. Donc, quand vous parlez d'investissement direct étranger, c'est une autre dimension. Dans le cas de l'Afrique, je prends le cas du Congo, c'est une banque privée qui a accordé le 7 milliards au Congo. Mais cette banque privée a une garantie de l'État chinois que si la RDC n'arrive pas à payer la dette, nous allons vous rembourser l'argent. Donc c'est une dette. Donc c'est différent. Et malheureusement, souvent, il y en a qui dit, lorsqu'on est à l'article de la mort, hein, on ne cherche pas à savoir la tête de son médecin. Dans les Africains, ils vont en Chine parce qu'ils sont devant l'article de la mort. Hein. C'est ça le vrai problème. Un peu moins quand même. Il y a un temps où les Africains n'avaient pas le choix. Donc c'est les années 80, je me rappelle encore l'époque d'ajustement structurel. C'était l'époque où la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux dictaient carrément ce que devraient faire les pays africains pour se restructurer et à s'adapter aux exigences des principes de l'économie libérale. Et donc les pays africains, ils n'avaient pas le choix et beaucoup ont souffert. Nous, je me rappelle ceux qui ont été en Afrique dans les années 80, et ils ont vécu les conséquences sociales, économiquement parlant, de ce programme des banques mondiales internationales. Et beaucoup de pays africains, ils s'est lamenté partout et ils n'ont pas pu. C'est seulement quand c'était devenu impossible que certains ont commencé à abandonner. Et jusqu'à un point où même la Banque mondiale internationale et les fonds monétaires, la Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux ont finalement carrément dû accepter le fait que c'était un peu, le remède était un peu beaucoup plus trop fort que la maladie elle-même. C'était un peu le cas. Bon, c'est dire que les prêts des Chinois en Afrique, encore une fois,
les prêts existent. Il y a des économistes qui vont nous dire dans l'économie du marché que les dettes, ça fait partie du fonctionnement même de l'économie. On ne peut pas imaginer des acteurs économiques sans banque. Parlant des banques, on parle de crédit, parce que ce n'est pas tout acteur économique qui a chaque fois des liquidités. Donc à un moment donné, aussi bien des privés, des business que des nations ont toujours besoin des dettes. Donc moi, je ne pense pas que ce soit en soi une mauvaise chose que d'avoir besoin de crédit. Mais c'est un peu comme chez les particuliers, chaque fois qu'on a besoin d'un crédit, il faut un certain nombre de précautions pour s'assurer que les conditions ne sont pas un peu trop dures, ou pour s'assurer par exemple qu'on ne va pas entrer dans ce qu'on appelle le default. Donc bref, il y a toute une série de conditions qui sont associées à la réalité même des dettes. Et là, je me rends compte que je rentre dans la même argumentation, notamment de savoir, ok, si la Chine nous donne ce prêt-là, c'est à la fois de la Chine d'avoir des conditions difficiles ou c'est à la fois des Africains d'accepter ces conditions difficiles. Dans les temps, ils n'avaient pas le choix. Actuellement, quand même, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choix. Les pays africains, ou même dans le monde en général, il y a beaucoup plus... ceux qui ont besoin des dettes, ils ont aujourd'hui beaucoup plus de... Professeur, je vous remercie pour l'entretien et je vous souhaite un bon séjour en Allemagne. Merci.